Pendant ce temps, du côté de Québec, c'était jour de rentrée parlementaire. Aujourd'hui, les députés qui ont été élus lors des élections générales du 3 octobre ont commencé à siéger cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est une session qui est courte, seulement 8 jours avant la pause des fêtes, mais n'empêche, les défis sont nombreux. Alors, j'en discute avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est vraiment un retour en force, il faut le dire, pour le gouvernement de François Legault, avec 90 députés sur 125 à l'Assemblée nationale. Un retour en force, mais qui vient avec des attentes élevées. Geneviève, ça va être quoi le principal défi du gouvernement de la CAQ pour cette nouvelle session parlementaire? Ça va être de livrer la marchandise, c'est-à-dire que oui, on a gagné, c'est incontestable, là, l'élection. On avait beaucoup de promesses. Ensuite, c'est de mettre en place ces promesses-là sans nécessairement être déconnecté de ce que veut la population. Alors, quand on a un gros mandat comme ça, puis une grande représentation de députés comme le CAQ a, ben des fois, on écoute un peu moins ce qui se dit sur le terrain. On sait que l'opposition est fragmentée, aussi divisée, n'a pas beaucoup de temps de parole, surtout dans certains cas. Donc, est-ce qu'on est vraiment au fait de ce qui se passe, de ce que la population veut? Et ça va être le travail de terrain des députés, surtout ceux qui n'ont pas eu de portefeuille, qui ne sont pas dans des comités ou des présidences de comités. Donc, ça va être de continuer à être le gouvernement, gouverner, mais en sachant qu'on a une majorité qui vient avec des responsabilités et qu'on ne peut pas tout faire quand bon nous semble. Ouais. Alors, portez attention à cet aspect-là. Daniel, ce sera quoi, selon vous, le plus gros défi de François Legault dans ce début de deuxième mandat pour lui? Je pense que c'est de trouver un équilibre entre les questions identitaires, comme la protection de la langue française, et des impératifs économiques, notamment la lutte contre l'inflation et aussi les effets négatifs de l'inflation, et aussi la question du système de santé, qui est toujours une préoccupation majeure au Québec, comme dans toutes les autres provinces. Oui. Allons-y d'abord avec la priorité de la lutte à l'inflation. Ça commence avec la mise à jour économique de jeudi du ministre des Finances, Éric Girard, alors que 6,5 millions de Québécois quand même attendent un fameux chèque de 400 $ du gouvernement pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Geneviève, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre au gouvernement Legault pour lutter justement contre l'inflation? Il en reste pas beaucoup, puis le gouvernement a décidé de faire depuis le début de sa stratégie à baser sur les chèques. Alors justement, d'envoyer des chèques, et quand je parlais tantôt d'être bien au courant de ce que la population dit ou réclame, ces chèques-là, on pose des questions parce qu'on se dit, est-ce que tout le monde, pas loin de 7 millions de Québécois, est-ce que tout le monde devrait recevoir ces montants-là? Est-ce qu'on ne devrait pas davantage les cibler? Et c'est ce genre de questions-là, que l'opposition va poser au gouvernement. Puis qu'est-ce que le gouvernement a comme réponse? Ensuite, est-ce que c'est juste des chèques? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on peut utiliser pour justement combattre l'inflation? Puis on en a discuté pas mal au cours des derniers mois, c'est que ce qu'on crée d'un côté, les bienfaits qu'on veut créer, on crée des problèmes de l'autre côté. C'est-à-dire que si on envoie plus de chèques à la population, elle va le dépenser, ça va contribuer à créer de l'inflation. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres stratégies pour venir en aide aux particuliers? Puis ça, comme il y a la mise à jour économique du ministre Girard cette semaine, ou enfin la semaine prochaine, cette semaine, on va peut-être avoir plus de détails sur des nouvelles stratégies, mais j'ai pas l'impression qu'on va en avoir beaucoup. Puis je pense que la CAQ veut davantage laisser le champ au gouvernement fédéral, puis peut-être pelleter dans la cour de l'autre les problèmes d'inflation, alors que le gouvernement fédéral dit oui, nous, on va s'en occuper. Alors, ça va être intéressant de voir si on a des nouvelles propositions, mais je m'attends pas à tant de nouvelles propositions que ça de la part du ministre Girard. Oui. Daniel, vous parliez de la santé tout à l'heure, parce que la question de la santé, évidemment, c'est sur toutes les lèvres au Québec. Les urgences débordent. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Les délais pour obtenir des chirurgies s'allonge. À quel point la pression est grande pour la CAQ, justement, de livrer des résultats dans le domaine de la santé? La pression est énorme. Vous savez, à chaque fois qu'on a des élections, les politiciens, les chefs de parti promettent vraiment des changements importants, notamment concernant l'accès à un médecin de famille. On voit que les choses changent lentement et en fait, parfois même se détériorent au lieu de s'améliorer. Alors, je pense que oui, c'est un défi vraiment fondamental et c'est pas facile à faire. C'est pas seulement une question d'avoir une réforme, c'est de la mettre en œuvre et il faut avoir la collaboration des différents acteurs sur le terrain, notamment les médecins, les infirmières, les directeurs et directrices d'hôpitaux. Et ça, c'est pas du tout facile à faire. Et on se souvient de la réforme Barrette qui avait été assez catastrophique
Et là, on se dirige vers une nouvelle réforme qui pourrait essayer de réparer les problèmes causés par la réforme Barrette. Mais là, on pourrait créer de nouveaux problèmes, surtout si la mise en œuvre de la nouvelle réforme ne se fait pas dans des conditions favorables. Alors ça, c'est pour tous les gouvernements, la santé, je pense, c'est là où le bas blesse et il n'y a pas de solution facile. Oui. Toujours en ce qui a trait à la santé à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a été interpellé sur les problèmes du système de santé dans les provinces et les fameux transferts en santé. M. Trudeau considère que les ministres provinciaux de la santé ont refusé de discuter d'un plan proposé par Ottawa lorsqu'ils ont rencontré le ministre fédéral Jean-Yves Duclos à Vancouver au début du mois. Geneviève, est-ce que certaines provinces vont devoir céder, vous pensez, sous la pression et conclure des ententes à la pièce, je dirais, avec Ottawa, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant ce que vous amenez comme point de vue parce qu'effectivement, le gouvernement fédéral, ces dernières années, commence en disant « je négocie avec les 10 provinces et 3 territoires ». Puis finalement, on se rend compte que c'est des négociations à la pièce, alors un à un avec chacune des provinces et territoires, ce qui est différent de la façon de faire de, je sais pas, il y a 15 ans, 20 ans et plus. Daniel, d'ailleurs, pourrait peut-être plus en parler sur ce point-là. Mais effectivement, d'y aller avec chacune des provinces. Et François Legault, il y a une semaine ou deux, a dit, ben moi, finalement, je suis prêt à parler d'indicateurs de performance puis de reddition de comptes. Alors, on se rend compte déjà que ça commence à s'effriter, ce front commun-là. Et ça va être sans doute la stratégie de Justin Trudeau d'y aller justement avec chacune des provinces. Et chacune, va dire, voici l'argent qui est sur la table. J'aime mieux la prendre moi-même que de la laisser collectivement. Puis après, avoir des débats qui ne finiront pas, à mon avis, entre les provinces, qui va avoir quoi, parce que le gâteau est petit, puis chacun va avoir le plus possible. Donc, c'est pas fini, on va l'entendre encore beaucoup parler des négociations en santé. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que chacun essaye de blâmer l'autre, ce qui est le bon fédéraliste canadien, je dirais. Daniel, justement, si jamais des provinces concluent des ententes à la pièce avec Ottawa sur la santé, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le gouvernement de François Legault à Québec? Bon, premièrement, c'est pas nouveau. On a eu des ententes il y a quelques années bilatérales entre Ottawa et les provinces sur la santé. Et je m'attends à vraiment une situation similaire. Donc, il y a toujours des provinces qui ont vraiment besoin de beaucoup d'argent. Par exemple, province de l'Atlantique, qui vont probablement céder en premier. Puis après ça, les autres provinces, comme le Québec, vont sans doute devoir aussi négocier avec Ottawa. Parce que la pression va être forte. Parce que la situation dans le système de santé au Québec est très préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire. On a besoin d'argent. Alors, si Ottawa donne plus d'argent à d'autres provinces, la pression sur François Legault de s'asseoir à la table de négociation avec Justin Trudeau va simplement augmenter. Et là, ça va peut-être donner une occasion à l'opposition, qui est quand même affaiblie, à Québec, surtout l'opposition libérale, de faire pression sur François Legault et de l'encourager à négocier avec Ottawa. On va terminer justement en parlant de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est le Parti libéral du Québec. C'est un parti qui est aux prises avec des crises internes. À quel point, justement, Geneviève, ça vient affaiblir le travail d'opposition officielle à l'Assemblée nationale? Ça vient grandement les affaiblir. Puis ce que je remarque depuis quelques jours, c'est que la véritable opposition, c'est Québec solidaire. C'est eux qui sont dans les médias. Et je pense que c'est le jeu c'est ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire que oui, ils n'ont pas le même nombre de députés, mais ils ont certainement l'appui de la population ou d'une bonne partie de la population. Et là, ils peuvent se prétendre représenter Montréal eux aussi. Alors, pas les mêmes quartiers de Montréal, mais quand même l'île de Montréal. Et la lutte va être très serrée entre ces deux partis-là, ce qui explique un peu leur réticence à laisser de la place aux autres partis dont on ne parle pas, le Parti conservateur du Québec puis le Parti québécois. Mais c'est ça, sur papier, l'opposition officielle, ce sont les libéraux, mais dans les faits, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Québec solidaire qui a davantage de temps, de ressources et qui n'est pas dérangé par toutes sortes de conflits, controverses, et donc a davantage de temps pour s'occuper du menu législatif plutôt que de chicanes internes. Oui, Daniel, il nous reste 30 secondes. Comment vous voyez de votre côté le travail des autres partis d'opposition à l'Assemblée nationale? Écoutez, je suis d'accord que Québec solidaire peut prendre le leadership, surtout que en ce moment, les libéraux il y a des divisions aussi. Il y a un leader intérimaire, Marc Tanguay. Je pense que le Parti québécois, on ne sait pas encore si leurs 3 députés vont être capables de siéger. Il y a une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Est-ce qu'elle va renverser la décision de François Paradis et laisser les 3 députés péquistes siéger, même s'ils n'ont pas prêté serment au roi? Ça, on va l'apprendre bientôt. Et il va y avoir aussi un projet de loi qui va être présenté, qui va être
débattu durant cette courte session sur l'abolition de ce serment, ou en tout cas de mettre ce serment, de le rendre facultatif plutôt qu'obligatoire. On va surveiller ça de près, évidemment. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.